On va voir l'item 116 et à l'interface item 116-117 sur les maladies auto-immunes lupus, une maladie que vous allez retrouver dans les deux items sur votre programme qui est le syndrome de Gougerot-Sjögren. Pourquoi dans les deux items? C'est parce que dans l'item 116, vous allez en entendre parler dans le listing de toutes les maladies auto-immunes et dans l'item 117, vous vous rendez compte qu'en fait le syndrome de Sjögren est assez fréquemment associé aux autres maladies auto-immunes et en particulier le lupus. Pourquoi parler du Sjögren? C'est une maladie qui est assez peu développée en général dans vos bouquins et pourtant, en termes de fréquence de maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, c'est la deuxième juste derrière la polyarthrite rhumatoïde. Pourtant, en général, ça fait l'objet d'à peine une page dans vos bouquins alors que, à mon sens, c'est largement tombable. Dans quelles circonstances vous allez retrouver le syndrome de Sjögren au niveau des dossiers ECN et dans la vraie vie? C'est soit sous la forme de ce qu'on appelle le syndrome de Sjögren primitif, soit sous la forme du syndrome de Sjögren secondaire. Quelle est la différence entre les deux? Le syndrome de Sjögren primitif, comme son nom l'indique, il est tout seul, avec toute une entité clinico-biologique sur laquelle on va revenir. Le syndrome de Sjögren secondaire, vous allez le retrouver en association avec les autres maladies auto-immunes et en général, le dossier d'ECN va commencer par le diagnostic de l'autre maladie auto-immune et puis vous allez évoluer vers la découverte du syndrome de Sjögren. Dans tous les cas, qu'ils soient primaires ou secondaires associés à une autre maladie auto-immune, le syndrome de Sjögren a toujours les mêmes caractéristiques avec maintenant des critères établis pour en faire le diagnostic. Ce que vous allez pouvoir voir dans la vraie vie et aux ECN, c'est un syndrome sec qui va arriver. Mais une fois qu'on a parlé de syndrome sec, on a tout dit et puis on n'a rien dit. C'est-à-dire que le syndrome sec du syndrome de Sjögren, c'est un syndrome sec oculaire et buccal. Quelqu'un qui va se présenter sous la forme d'un syndrome sec, il faut savoir lui poser les bonnes questions et savoir éliminer les bonnes choses. Les bonnes questions devant une suspicion de syndrome sec buccal où la personne va vous dire « j'ai la bouche sèche », vous avez la bouche sèche, oui, mais déjà, est-ce que vous prenez des médicaments? Il faut toujours aller rechercher les médicaments, notamment des atropiniques qui peuvent rendre la bouche sèche. Vous allez chercher d'autres types de médicaments, que ce soit les anxiolytiques, les antidépresseurs par exemple, et tout un tas de médicaments, vous allez fouiller dans l'ordonnance pour voir s'il n'y en a pas un qui peut donner effectivement la bouche sèche. Après avoir éliminé les médicaments, il faut aller rechercher certaines maladies, et notamment l'hépatite C, qui, sous la forme d'infiltration un petit peu des glandes salivaires, peut donner également un syndrome sec, de type d'ailleurs très souvent pseudo-syndrome de Sjögren. Et puis il y a d'autres choses, dans les antécédents, il faut aller toujours recueillir tous les antécédents du malade pour enquêter sur son syndrome sec avant de se focaliser sur le syndrome de Sjögren, et notamment, est-ce qu'il n'y a pas eu un cancer ORL? Est-ce que ce cancer ORL, typiquement, ou n'importe quelle pathologie n'a pas été irradié? Vous pouvez avoir une hypocyalie post-radique qui peut vous donner ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu de chirurgie ORL maxillofaciale, par exemple, ou des antécédents d'infection qui peuvent vous donner une hypocyalie? Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie autre que auto-immune, des parotides ou des glandes salivaires, que ce soit les glandes salivaires sous-maxillaires ou les glandes salivaires accessoires? Une fois que vous avez fait le screening un petit peu de tout ça, on va se focaliser sur qu'est-ce qu'il faut demander à quelqu'un qui est suspect de syndrome de Sjögren pour en faire le diagnostic. Pour faire le diagnostic de syndrome de Sjögren, vous avez maintenant dans la classification diagnostique 6 éléments. Vous n'êtes pas forcément obligé de connaître par cœur, mais au moins en avoir entendu parler. Premier élément, c'est comment est-ce qu'on considère un syndrome sec déjà subjectif, qui font partie des critères effectivement très importants pour porter le diagnostic de syndrome de Sjögren, sans quoi, si vous n'avez pas de syndrome sec, le Gougerot est assez peu probable. Vous avez deux endroits principalement pour le syndrome sec, c'est la bouche et les yeux. Le syndrome sec buccal, la question à poser, il y a deux questions à poser, c'est est-ce que vous vous levez la nuit pour boire? Quelqu'un qui se lève la nuit pour boire, qui est réveillé parce qu'il a la bouche sèche, c'est pas normal. Et est-ce que vous avez toujours une bouteille d'eau sur vous? Quelqu'un qui a toujours une bouteille d'eau sur lui, c'est qu'il ne peut pas s'en passer, il a la bouche sèche et toutes les 5 minutes, il est obligé de boire. Il faut toujours, là, dans ces cas-là, faire le diagnostic différentiel avec les potomanes et puis avec les gens qui ont une nécessité de boire beaucoup. Je pense particulièrement au diabète insipide, avec les gens qui urinent beaucoup, donc ils boivent. Quelqu'un qui n'urine pas beaucoup mais qui a besoin de boire parce qu'il a la bouche sèche, c'est un critère diagnostique de syndrome sec buccal subjectif.
La dernière question qu'on peut poser pour le syndrome sec buccal subjectif, c'est est-ce que vous avez besoin de boire pendant que vous mangez pour avaler chaque aliment, ce qui n'est pas normal non plus. Le syndrome sec oculaire, les gens en général s'en plaignent moins parce qu'en particulier quand ils vieillissent, ils estiment que c'est normal. Et ils vont se plaindre, eux, essentiellement d'avoir des sensations désagréables, un petit peu sensation de grain de sable dans les yeux, sensation de frottement des paupières. Ce qu'il faut aller rechercher, c'est si spontanément ils ne sont pas mis à aller chercher à la pharmacie du sérum physiologique ou des larmes artificielles qui pourraient minimiser les symptômes et faire en sorte que la personne ne s'en plaigne pas. Mais au-delà du syndrome sec oculaire et buccal subjectif, il faut aller rechercher d'autres endroits qui peuvent être secs. Vous pouvez avoir notamment la sécheresse vaginale qui est extrêmement invalidante puisque comme malheureusement beaucoup de maladies auto-immunes, ça touche principalement les femmes et ça touche les femmes, le syndrome de Sjögren, d'une 45-50 ans. Donc on tombe sur un diagnostic souvent assez difficile entre la phase périménopausique et le syndrome de Sjögren en tant que tel qui peut donner la sécheresse vaginale. Mais si la femme n'est pas ménopausée avec une sécheresse vaginale qui apparaît, fonctionnellement et dans sa qualité de vie, ça va être extrêmement désagréable et ça va faire partie des critères diagnostiques. Puis après, vous pouvez avoir une sécheresse un petit peu diffuse, vous pouvez avoir une sécheresse nasale, vous pouvez avoir une sécheresse cutanée, et en gros, tout ça, dans la nomenclature, ça va commencer par xéro, xérophthalmie, xérostomie pour la sécheresse oculaire et buccale respectivement, xérorhinie pour le nez, xérodermie pour la peau. Mais après avoir posé les bonnes questions sur le syndrome sec subjectif, il faut aller enquêter sur le syndrome sec objectif. Et le syndrome sec objectif, au niveau buccal, ça va être la quantification de ce qu'on appelle le flux salivaire. Dans les bouquins, vous allez retrouver le test au sucre, qu'on fait en pratique de moins en moins. Comment ça se fait ces deux machins choses? Le test au sucre, c'est poser un sucre sur la langue et regarder au bout de combien de temps ils font. Si c'est plus que 5 minutes, c'est pas normal. Le flux salivaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus reproductible. C'est de quantifier la salive produite en un temps T. Pour le faire, c'est extrêmement simple. Prenez un petit crachoir vert. Vous demandez à la personne de cracher, enfin de faire tomber toute sa salive pendant environ 5 minutes dans le pot. Vous avez pesé le pot avant et pesé le pot après pour quantifier. Et le mieux, c'est d'aller pipeter pour mesurer en volume la salive, sachant qu'un flux salivaire inférieur à 0,1 ml par minute, ça les normes à la limite, vous n'êtes pas obligé de les connaître, est évocateur, enfin est un diagnostic de syndrome sec buccal objectif. Donc un flux de salive trop bas. Pour le syndrome sec oculaire, vous avez plusieurs examens à votre disposition. Le plus simple, et celui qui est faisable au lit du patient, c'est le test de Schirmer. Le test de Schirmer, c'est extrêmement simple, c'est découper du papier buvard que vous mettez à côté de chaque coin d'œil. Et là, vous allez regarder la distance parcourue par les larmes en 5 à 10 minutes. Et il faut aller quantifier, mesurer la distance parcourue par les larmes sans évidemment qu'ils se frottent les yeux. Une distance inférieure à 5 mm en 5 minutes est un syndrome sec oculaire objectif. Puis après, il y a d'autres tests qui peuvent être faits par les ophtalmos en tant que tels, qui sont des scores de kératite principalement, puisque qui dit syndrome sec oculaire dit qu'au fur et à mesure, on va aller abîmer la cornée, donc avoir une inflammation, donc une kératite, et ces scores de kératite vont être apportés par des tests de coloration, et notamment le test au vert de l'hysamine, qui est un colorant. Vous pouvez également faire une fluorescéine pour aller regarder combien de points de kératite vous avez dans chaque œil. Ça, c'est les 4 premiers critères diagnostiques du syndrome de Sjögren. Et vous avez ensuite 2 autres critères dont l'un des 2, au moins sur les 2 derniers, est obligatoire au diagnostic, qui est soit la positivité d'anticorps, et les anticorps présents dans le syndrome de Sjögren, c'est les anti-SSA principalement, et vous pouvez avoir éventuellement des anti-SSB. Je fais une petite parenthèse pour vous rappeler qu'il n'y a pas d'anticorps anti-SSB sans anticorps anti-SSA. Ça, c'est un petit peu de la même manière qu'on n'a pas d'anticorps anti-DNA, anti-ADN ou anti-nucléaire soluble si on n'a pas d'anticorps anti-nucléaire. Je vous rappelle que dans la démarche, on fait les anticorps anti-nucléaires, on regarde
s'il y a une fluorescence dans le noyau. S'il y a une fluorescence dans le noyau, c'est qu'il va y avoir des choses, des antigènes à ce niveau-là, et notamment l'ADN par exemple, qui peuvent fixer. À l'inverse, si vous trouvez des anticorps anti-ADN, mais que vous n'aviez pas d'anticorps antinucléaires, c'est qu'il y a une erreur dans votre dépistage de l'un ou de l'autre. Pour les anti-SSA, SSB, c'est le même principe. SSA, SSB sont des ribonucléoprotéines qui vont être associées à l'ADN, qui vont exploser un petit peu lors de la mort cellulaire et que vous allez pouvoir retrouver et qui peuvent donner lieu à des anticorps dirigés contre eux. Ce qu'il faut bien repérer, c'est que SSB, c'est quelque chose qui dérive de SSA. Donc il n'y a pas de SSB sans SSA. De la même manière, au niveau des anticorps, vous ne pouvez pas avoir d'anticorps anti-SSB sans anticorps SSA. La parenthèse à ce niveau-là est terminée. Et les anticorps anti-SSA peuvent être positifs et sont souvent positifs dans le syndrome de Gougerot. Le dernier critère, c'est un critère anatomopathologique. La pathogénie du syndrome de Sjögren, c'est ce qu'on appelle une épithélite auto-immune. C'est une atteinte de l'épithélium, et notamment de l'épithélium glandulaire. Et le meilleur examen pour aller documenter ça, c'est de faire une biopsie des glandes salivaires accessoires. Les glandes salivaires accessoires, c'est tous les petits points blancs que vous avez en regard de la lèvre quand vous retournez la lèvre. On va en biopsier par un tout petit truc très peu invasif qui fait en général 2 mm. Vous allez les examiner et vous avez une classification d'un monsieur qui s'appelle Chisholm, C-H-I-S-H-O-L-M, qui a quantifié l'infiltration par les lymphocytes dans les glandes salivaires. Et cette classification de Chisholm, elle se fait en 4 grades, du moins au plus dans l'infiltration lymphocytaire des glandes salivaires, et il faut avoir un grade d'infiltrat lymphocytaire élevé, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3/4, pour avoir un diagnostic de sialadénite en tant que tel, donc d'inflammation de glandes salivaires. Et si on a parmi ces critères-là les critères subjectifs et objectifs de syndrome sec, et soit les anticorps, soit la biopsie, on peut porter le diagnostic de syndrome de Sjögren. Qu'est-ce qui va être tombable aux ECN sur le syndrome de Sjögren? J'imagine tout à fait que vous disiez, bon, il y a une page dans les bouquins, on en parle là pendant 10 minutes, c'est quelque chose qui est relativement rébarbatif. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, c'est important de le connaître parce que c'est la deuxième maladie auto-immune en termes de fréquence derrière la polyarthrite rhumatoïde, et surtout, c'est important à connaître pour votre culture générale, puisque vous allez vous rendre compte, si vous en voyez, que les femmes atteintes de syndrome de Sjögren sont extrêmement invalidées par leur sécheresse et qu'il faut leur proposer des choses. Puis surtout, le syndrome de Sjögren, comme toutes les maladies auto-immunes, peut donner lieu à d'autres manifestations d'organes. Alors qu'est-ce qui va être tombable en termes de dossier? Soit le syndrome sec qui se présente avec un petit peu la démarche que je vous ai donnée au début du topo, qui va être d'enquêter sur le syndrome sec, éliminer les médicaments, les virus, les rayons par exemple, et puis d'aller rechercher les critères diagnostiques en posant les bonnes questions pour le syndrome sec. Soit, comme on l'a dit également au début du topo, ça peut tomber sous la forme d'un lupus ou d'une polyarthrite rhumatoïde en général. 6 questions sur 8 ou 9 portent sur le lupus, le diagnostic, le traitement, admettons, et puis les 3 dernières peuvent donner lieu à des questions sur le syndrome sec. Qu'est-ce qu'il va falloir connaître? C'est, en termes de mots-clés, mis à part syndrome sec, c'est anticorps, anti-SSA évidemment, c'est biopsie de glande salivaire et score de Chisholm, c'est sialadénite, et puis en termes de traitement, c'est essentiellement savoir que le traitement du syndrome de Sjögren est essentiellement un traitement symptomatique et qu'on ne donne pas de corticoïdes dans le syndrome de Sjögren primaire en tout cas. Et si on en donne dans le syndrome de Sjögren secondaire, c'est parce qu'il est associé à un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde par exemple. Par contre, un petit peu à la même image que le lupus, on va assez souvent donner du plaquenil aux gens qui ont un syndrome sec invalidant sur un syndrome de Gougerot. Ça va être la présentation relativement typique du syndrome de Sjögren si ça tombait aux ECN. Deux derniers types de présentation. Le syndrome de Sjögren, au niveau biologique, fait partie de ces affections qui donnent beaucoup d'hypergammaglobulinémie polyclonale.
Et ça, pour ceux qui ont regardé les topos des items 112, 126 et 115, on a parlé à ce moment-là des hypergamma-globulinémies polyclonales et de la démarche diagnostique. Et si vous tombez sur une électrophorèse avec une hypergamma et un syndrome sec, il faut systématiquement aller évoquer deux choses: le syndrome sec lié au Gougerot et l'hépatite C qui, comme je vous l'ai dit au début de ce topo, peut donner lieu également à des syndromes secs et, comme on l'avait vu dans un autre topo, peut donner lieu, par le biais de l'hépatopathie, à une hypergamma-globulinémie polyclonale. Dernière circonstance, mais un petit peu moins tombable à mon sens aux ECN, ça va être les atteintes d'autres organes du syndrome de Sjögren liées à l'activité auto-immune en tant que telle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome de Sjögren donne principalement lieu à des atteintes de deux autres organes essentiellement, qui vont être le poumon et le système nerveux. Au niveau pulmonaire, le syndrome de Sjögren donne lieu à deux types d'atteintes, soit une pneumopathie interstitielle non spécifique, donc on est dans le cadre vraiment des pneumopathies infiltrantes diffuses, soit, puisque le syndrome de Sjögren est essentiellement lié à une activation du lymphocyte B, d'où l'hypergamma-globulinémie polyclonale, activation de tous les lymphocytes B. Les lymphocytes B peuvent également migrer au niveau des poumons et donner ce qu'on appelle une pneumopathie interstitielle lymphoïde que vous allez reconnaître au lavage broncho-alvéolaire. Ça peut se présenter sous cette forme-là, associé par exemple à une hypergamma-globulinémie polyclonale, où là, le diagnostic différentiel devant ce type de présentation sera essentiellement la sarcoïdose. Et l'autre grand type d'atteinte, ça va être l'atteinte du système nerveux. Deux possibilités, soit le système nerveux central, ce qui est relativement rare en tout cas dans les dossiers d'ECN, soit et surtout le système nerveux périphérique. Et le syndrome de Sjögren, ça va donner des neuropathies périphériques essentiellement sensitives, douloureuses, par une atteinte des cordons postérieurs de la moelle et surtout des racines nerveuses, donc ça va donner des espèces de tableaux de radiculite ou même de ce qu'on appelle les neuropathies des petites fibres. Les petites fibres sont les petites fibres nerveuses périphériques qui n'ont pas de gaine de myéline et qui véhiculent la sensibilité douloureuse et thermique. Et donc on peut avoir ce mode de présentation, et si aux ECN vous avez une neuropathie douloureuse, extrêmement douloureuse en général, associée à une hypergamma-globulinémie polyclonale et un syndrome sec, il faut pouvoir évoquer le syndrome de Sjögren. Néanmoins, encore une fois, ça c'est plutôt en termes de fréquence de ce qui pourrait tomber aux ECN. Il y a bien sûr d'autres atteintes d'organes qui, à mon sens en tout cas, sont très peu tombables. Et évidemment, le plus probable sur un Sjögren tombable aux ECN, ce serait que ça tombe sous la forme d'un Sjögren secondaire avec un dossier de lupus.